me faire douter de me désister, ce serait si Emmanuel Macron avait osé m'appeler pour me demander une chose pareille. C'est pas Emmanuel Macron qui a dit à ma place le premier soir de mon annonce de candidature sur TF1 que jamais je ne ferai perdre la droite et que je ferai tout pour battre la gauche. C'est moi qui l'ai dit. C'est mon sens des responsabilités. Et Le 20 mars 2026, une interview a particulièrement retenu l'attention et fait réagir. Celle de Sarah Knafo sur BFM TV. Une prise de parole qui, au-delà des apparences, pourrait bien révéler des tensions profondes et des stratégies encore invisibles pour le grand public. Invitée dans l'émission Face à Face, connue pour ses échanges directs et sans concession, elle s'est retrouvée face à des questions précises, parfois dérangeantes, mais surtout impossibles à esquiver. Et dès les premières minutes, le ton est donné. Aucune langue de bois, aucune esquive, seulement des réponses franches, assumées et parfois même déstabilisantes. Très vite, un sujet brûlant s'impose au cœur de l'entretien, son désistement au municipal de Paris 2026. Une décision qui avait déjà surpris, mais qui, ici, prend une toute autre dimension. Pourquoi s'est-elle réellement retirée? Était-ce un choix personnel ou le résultat de pressions politiques plus larges? À demi-mot, Sarah Knafo laisse planer le doute. Elle évoque des influences, des discussions en coulisses, des décisions qui semblent dépasser le simple cadre individuel. Et c'est précisément là que l'interview devient fascinante. Ce qui n'est pas dit explicitement en dit parfois encore plus que les déclarations elles-mêmes. Mais ce n'est pas tout. L'échange bascule ensuite vers un terrain encore plus sensible, les alliances à droite. Un sujet explosif dans le contexte actuel. Elle critique certaines stratégies, remet en question des choix récents, et laisse transparaître des divisions internes bien plus profondes qu'il n'y paraît. Sans jamais citer directement tous les acteurs concernés, elle envoie des signaux clairs, presque des avertissements. Derrière ces mots, on devine une bataille d'influence, des désaccords stratégiques, et peut-être même une lutte de pouvoir silencieuse. Ce qui marque surtout, c'est son attitude. Calme, maîtrisée, mais déterminée. Elle ne semble pas subir l'interview. Elle la contrôle. Chaque phrase paraît réfléchie, chaque réponse calibrée. Rien n'est laissé au hasard. Et c'est précisément ce qui donne à cette prise de parole une dimension stratégique. Car au-delà des réponses, c'est un message qu'elle envoie. Un message à ses alliés, à ses adversaires, mais aussi à ceux qui la pensaient en retrait. Alors une question se pose. Que cherche réellement Sarah Knafo à travers cette interview? Est-ce une simple mise au point? Ou bien le début d'un repositionnement plus ambitieux. Car même en se retirant officiellement d'une course électorale, on peut continuer à peser, influencer, orienter. Et cette apparition médiatique pourrait bien être la preuve qu'elle n'a pas dit son dernier mot. Dans le monde politique, chaque prise de parole a un objectif, chaque silence a une signification. Et celle-ci ne fait pas exception. Vous vous êtes qualifié pour le second tour, mais vous vous êtes retiré. Emmanuel Macron est intervenu à différents niveaux pour faire en sorte d'aider aux retraites de Sarah Knafo. Voilà ce qu'affirme Emmanuel Grégoire, le candidat de la gauche à Paris. Est-ce que Emmanuel Macron est intervenu pour que vous vous retiriez? Ça s'appelle un mensonge. Et j'ai écouté monsieur Emmanuel Grégoire ce matin sur RTL. Je l'ai trouvé bien moins affirmatif qu'il ne l'était hier déjà, puisque maintenant il nous dit « c'est ce qu'on m'a dit ». C'est ce que j'ai entendu. Monsieur Grégoire entend des voix. Vous savez, si quelqu'un avait voulu peut-être me faire douter de me désister, ce serait si Emmanuel Macron avait osé m'appeler pour me demander une chose pareille. C'est pas Emmanuel Macron qui a dit à ma place le premier soir de mon annonce de candidature sur TF1 que jamais je ne ferai perdre la droite et que je ferai tout pour battre la gauche. C'est moi qui l'ai dit. C'est mon sens des responsabilités. Et quand on demande à monsieur Grégoire pourquoi est-ce qu'il imagine qu'Emmanuel Macron serait intervenu, vous savez ce qu'il dit? Il dit parce que Sarah Knafo a réalisé un score historique à la ville de Paris et que c'est un trop gros sacrifice de se désister pour entrer au Conseil de Paris parce que c'était historique. Monsieur Grégoire est un politicien depuis tellement longtemps qu'il ne peut même pas envisager que dans la vie, parfois, il y a des sacrifices parce qu'on a le sens des responsabilités. Alors, parce qu'il appartient à un parti de magouilleurs et qu'il pense que tout ne repose que sur les magouilles. Et moi, je lui dis, je vais vous surprendre, monsieur Grégoire, parce que mon retrait ne repose sur aucune magouille. Il repose sur mon sens des responsabilités. Vous savez, il y a une personne qui m'a poussé à me désister. C'est un homme. Il s'appelle Emmanuel Grégoire. C'est lui, c'est son bilan,
C'est le fait qu'il est couvert depuis 10 ans, l'omerta, dans des affaires de viol d'enfants de 3 ans, Omerta dans le périscolaire, une omerta. Quand on est au courant depuis 10 ans, quand depuis 10 ans vous avez un rapport qui prévient la mairie de Paris et que rien n'est dit et que rien ne sort, 2015. c'est monsieur Grégoire en personne qui m'a poussé à me désister avec son programme communiste qui veut réquisitionner des logements, qui veut imposer jusqu'à 40% de logements sociaux à Paris, qui veut transformer la capitale en un HLM géant. C'est lui qui me pousse à me désister ce matin et j'appelle mes électeurs à faire barrage à ce monsieur Grégoire qui non seulement a un programme communiste, non seulement est allié avec des antisémites, mais en plus, ce matin, nous prouve à quel point c'est un menteur. Sarah Knafo, concrètement, il revient sur ses propos. Il dit que Emmanuel Macron est personnellement intervenu auprès d'un certain nombre de personnes qui pourraient être des soutiens de Reconquête. Je vous pose la question très clairement. On a bien compris, Emmanuel Macron vous a pas appelé. Mais est-ce qu'il a appelé certains de vos proches? Est-ce qu'il a fait appeler certains de vos proches? Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin, rien, zéro, nada, personne? Rien, zéro, nada, personne. Je vous ai entendu hier, au moment où cette information est sortie, vous avez dit qu'Emmanuel Macron ait intérêt à faire cela, pourquoi pas, mais que Sarah Knafo obtempère, je vous ai entendu, vous l'avez dit, et j'ai trouvé ça intelligent, parce que je pense que tous ceux qui nous écoutent se disent, bah ça alors, voilà un homme. C'est-à-dire qui a intérêt aujourd'hui à se revendiquer, effectivement, d'un choix d'Emmanuel Macron? Voilà un homme, Emmanuel Macron, qui n'a même plus autorité sur ses soutiens. C'est la débandade partout dans la Macronie. Il se fait plus respecter par des gens qu'il a lui-même nommés Premier ministre. Mais ce monsieur Macron va avoir une influence sur ses opposants, sur moi. Moi, je vais obéir à monsieur Macron. Les mots d'Emmanuel Grégoire, c'est Emmanuel Macron est donc intervenu à différents niveaux pour faire en sorte d'aider au retrait de Sarah Knafo auprès d'intermédiaires, auprès de gens qui ont historiquement soutenu Reconquête. Il y a des gens entre vous et Emmanuel Macron qui auraient pu... Je vais vous le répéter. Rien. Il y a une personne qui m'a poussé à me désister, c'est monsieur Grégoire. Mais je comprends que dans son esprit de vieux politicien, de vieux briscard de la politique qui a écumé au PS pendant des années, je comprends que pour lui, ce soit étrange de voir une jeune femme qui débarque en politique et qui se dise « Moi, j'ai un sens des responsabilités, je veux pas que ce monsieur-là remporte la mairie de Paris. » Et je vous avoue que oui, Apolline, c'est un sacrifice. Quand j'aurais pu faire rentrer entre 10, 12, peut-être 14 élus au Conseil de Paris, il faut que les gens mesurent ce que c'est. C'était les meilleurs, les gens sur ma liste. Personne d'autre n'a travaillé autant qu'eux. Sur aucune des listes, des gens n'ont été aussi rigoureux qu'eux. Sarah Knafo, vous avez hésité à me désister? Ouais. Bah moi, ce que j'ai hésité, c'est que je voulais une union. Pendant ces quelques heures qui m'ont séparé de mon résultat, bah manifestement oui. Et vous savez pourquoi c'est raté? J'ai eu Madame Dati au téléphone. Vous savez ce qu'elle m'a dit? C'est monsieur Édouard Philippe qui en empêche. C'est monsieur Édouard Philippe qui pose un veto. Vous a dit Édouard Philippe pose un veto? Ça veut dire que si Édouard Philippe avait pas posé le veto, elle aurait fait alliance avec vous? Maintenant, Dieu seul le sait, puisque c'est ce qui s'est passé. Mais vous savez, ces vieux barons de LR. Non, mais attendez 2 secondes. Sarah Knafo, vous êtes en train de dire ce matin, en fait, j'ai parlé avec Rachida Dati. Tout à fait. C'était quel jour? C'était lundi après-midi. Lundi après-midi, avant que vous n'officialisez votre retrait. Exactement, puisque le lundi matin, j'ai mon score. Je vois que je dépasse les 10%, 10-40. Je remercie d'ailleurs mes électeurs qui ont voté pour une ville heureuse et j'espère que leur voix sera représentée. Qui appelle? Parce que si Madame Dati gagne, ce sera grâce à eux. Qui appelle? Et je voulais leur dire. C'est quelqu'un de son équipe qui appelle pour nous mettre en relation. Et là, tenez-vous bien, elle me dit, Édouard Philippe et Pierre-Yves Bournazel mettent un veto à cette union des droites que j'appelais de mes vœux depuis le premier jour de ma candidature. Moi, j'ai toujours été cohérente. Attendez, je vais finir. Je vais vous donner d'autres informations. Donc, quand je commence ma candidature, je dis que je sois première, deuxième ou troisième, peu importe, je tendrai la main et j'appellerai à une union des droites. Résultat, quand j'ai mon score, c'est exactement ce que je fais. Je dis, je tends la main à Madame Dati. On s'appelle et à ce moment-là, elle me dit, Édouard Philippe pose un veto. Et ça, j'espère que les gens l'entendent bien et s'en souviendront pour 2027. Et s'en souviendront dans les mois qui viennent parce que, je dis monsieur Édouard Philippe, mais aucun baron de LR, aucun, n'a appelé à une union des droites. Et monsieur Bertrand, et madame Pécresse. Vous êtes un flot de parole, Sarah Knafo. Je vous en prie, on a du temps. Je suis invitée pour ça. Vous êtes invité pour poser des actes, des mots Absolument. Sur des questions, des rumeurs. Mmh. Vous êtes en train vous-même de dire, en réalité, l'équipe de Rachida Dati m'a appelé lundi après-midi. Mmh. Rachida Dati m'a dit, Édouard Philippe s'oppose à cette union. Est-ce qu'elle a fini la phrase en disant, sinon je l'aurais faite? Non, elle n'a pas fini cette phrase. C'est pour ça que je vous dis, Dieu seul le sait. Sinon, donc Rachida Dati
ne vous a pas dit « j'aurais voulu faire l'union de la droite avec vous ». Non, elle n'a pas dit ça. Non. Ce que je vous dis, elle n'a pas dit ça. Ce que je vous dis. Non, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont prêtées aux uns et aux autres. Ouais, ne prêtons pas des choses aux uns et aux autres. Donc, soyons clairs. Monsieur Bournazel, lorsqu'il a posé son veto, il a fait un tweet et il l'a fait clairement. Donc là, on n'est pas en train d'entendre des voix ou de supputer sur les intentions des uns et des autres. Madame Pécresse, Monsieur Bertrand, Monsieur Larcher, Monsieur Copé, tout ce qu'ils ont dit, ils l'ont dit publiquement. Quand ils ont dit jamais d'union avec la droite, ils l'ont dit à vos antennes, ils l'ont dit sur des plateaux de télévision. Rachida Dati n'a pas fait l'union avec vous. Exactement. Moi, ce que je dis, c'est que tout ce qui vient de se passer cette semaine, que les électeurs de droite s'en souviennent, qu'ils sachent qui a été de leur côté et qui ne l'a pas été. Moi, je suis du côté du peuple de droite. Nous sommes du côté des Français qui demandent cette alliance. Et par conséquent, puisqu'elle a été refusée, j'aurais pu me dire, en réflexe, disons, d'orgueil blessé, eh bien, puisqu'elle refuse ma main tendue, je ne me retire pas, je reste et elle perdra et elle verra. Mais, aujourd'hui, je ne me retire pas pour Madame Dati. Je me retire pour Paris. Je me retire pour mes enfants. Je me retire pour la capitale de mon pays. Parce que ce qui se passe à Paris est trop grave. Parce qu'après 25 ans de déclin socialiste... Vous étiez parlé avant avec Rachida Dati? Je veux dire, tout au long de la campagne, jamais? Absolument. C'est la première fois que vous vous parliez? C'était la première fois. Oui, la première fois d'ailleurs de ma vie, puisqu'on se connaissait pas. Vous le dites, vous auriez aimé cette union des droites. Clairement, on le voit, elle n'a pas eu lieu, cette union des droites. Absolument. Au niveau des appareils, LR a rejeté partout la possibilité éventuelle d'une union des droites, et les quelques-uns qui auraient été tentés, comme Abri Contrebert, ont été expulsés du parti. Les RN rejettent également cette idée d'union des droites, ce que vous appelez que vous appelez à nouveau. On entend Jordan Bardella qui vous accuse de semer la zizanie à droite, de n'être là au fond que pour faire perdre la droite. Voilà ce qu'il dit. Alors vous considérez aujourd'hui que c'est quand même un échec? C'est un échec de l'union de la droite que vous appelez. Parlons du Rassemblement national. Voilà le Rassemblement national qui a pris la décision de se maintenir dans plus de 10 villes de plus de 30 000 habitants au risque de faire perdre la droite. C'est le cas à Dijon, à Clermont-Ferrand, à Brest, à Tours, à Limoges, à Avignon, à La Roche-sur-Yon. Dans toutes ces communes, le RN, alors qu'il n'a aucune chance de gagner, qu'il fait parfois 11-10%, a décidé de se maintenir au risque de faire perdre la droite. Voilà la différence entre un parti responsable, celui que je représente, et qui dit qu'au-delà des enjeux partisans, qui fait qu'aujourd'hui les Français détestent les politiques, parce qu'on sait qu'ils ne font tout ça que pour avoir quelques petits postes de conseillers municipaux par-ci. Moi je dis, soyons responsables. Ils décident, tous ceux que vous avez cités, d'être la droite la plus bête du monde, eh ben je décide d'être plus intelligente qu'eux. Et en étant plus intelligente qu'eux, j'espère faire battre la gauche dimanche, et j'appelle mes électeurs à faire barrage à la gauche. Je leur appelez vos électeurs à faire barrage à la gauche, est-ce que vous les appelez à voter Dati? Alors Kishikirou, il n'y a pas le choix. Il faut voter Dati si on veut faire barrage à la gauche dimanche. Vos électeurs, parce que vous l'avez pas dit clairement comme ça. Vous comprenez mon intention à voter. Ce que vous voulez dire, c'est que vous voulez pas voter. Vous votez Dati par défaut. Bah oui, pour faire barrage à la gauche. Vous préférez voter pour vous. Mais exactement. Est-ce que vous pensez que je crois que c'est l'idéal? Non. La liste de Marlène Schiappa et de Rachida Dati, c'est pas mon idéal en politique. Ça, je vais pas vous le cacher. Je me suis pas transformée en macroniste dans la nuit. En revanche, entre un programme dangereux, qui est celui de Monsieur Grégoire, et le moindre mal, je sais choisir le moindre mal. Vous savez, c'est ça aussi, parfois, avoir le sens des responsabilités. C'est de dire, ça n'est pas mon idéal. Mon idéal, c'était une ville heureuse. C'est le programme que j'ai construit, et c'était mon équipe qui est, de loin, la meilleure. Et je le dis sans prétention, puisque c'est mes équipes que je valorise. Mes colistiers qui ont été extraordinaires dans cette campagne et qui auraient tous mérité d'être au Conseil de Paris. À la place de ça, nous sommes tous responsables et nous disons, barrez la route à la gauche dimanche. Ça peut être historique et je dis à mes électeurs, si vous allez voter contre la gauche dimanche, ce sera grâce à vous, si Madame Dati l'emporte finalement. Et elle devra écouter ce que vous avez dit. Et d'ailleurs, je remarque que Madame Dati a d'ores et déjà repris une des mesures de mon programme, qui est la baisse de la taxe foncière, qui ne figurait pas à son programme de premier tour, et elle l'a reprise hier, elle l'a annoncé hier. Et là, je dis à mes électeurs, c'est une première victoire pour vous. Vous allez être écoutés, vous allez être respectés, et c'est la seule condition à la victoire. Derrière les réponses, derrière les sous-entendus, se dessine peut-être une stratégie plus large, encore difficile à cerner, mais qui pourrait se révéler dans les mois à venir. Une chose est sûre, cette interview n'était pas anodine. Elle marque peut-être le début de quelque chose. Alors reste bien jusqu'à la fin, parce que ce genre de moment, souvent, on en comprend toute l'importance que bien plus tard.